Et puis aussi, est-ce que l'Afrique n'a pas donc, comme le dit l'honorable, compris toutes les règles? J'ai écouté avec beaucoup d'attention le grand frère Samuel Motte. Je ne suis pas d'accord sur tout. Et je suis d'ailleurs... Surtout, carrément. Je dis surtout ce qu'il a dit. Oui. Il a dit certaines choses qui sont très intéressantes. D'ailleurs, il a presque un peu deviné en disant que je risque d'être en désaccord avec mes amis. C'est vrai qu'il sera en désaccord avec ses amis. Oui. La première des choses qu'il faut dire, c'est que la colonisation, c'est l'abjection. Moi, j'ai tendance à croire même que ça a été peut-être un peu plus cruel que l'esclavage. Ça a été terrible. Et au moment où nous parlons, personne ne désigne le coupable. Bon, il faut déjà désigner le coupable. La colonisation n'est pas tombée du ciel. C'est qu'il y a des gens, sur la base de rapports de force. Je crois que s'il n'y avait pas eu l'esclavage, la révolution industrielle serait née en Afrique. Et les rapports de force auraient été différents. L'esclavage, revenons pas sur l'histoire, va faire que, en fait, c'est l'esclavage qui va enrichir. La force productive qui est partie. Va enrichir en quelque sorte le continent américain et va enrichir le continent européen. Au détriment de l'Afrique. Au détriment de l'Afrique. Et ça va générer le capital, en fait, qui va produire la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Et on va être des peuples colonisés. L'abjection suprême, la colonisation. Non, excusez-moi, quand vous le vivez ça, la colonisation, ben, vous avez des conséquences terribles sur vous. C'est-à-dire que la première conséquence, c'est que ça va détruire l'organisation de nos sociétés. On était organisé sur le plan culturel, on était organisé sur le plan social, on était organisé sur le plan économique. La colonisation va parachever, la traite négrière avait déjà pratiquement détruit ça, la colonisation va parachever et va détruire totalement ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes des peuples? Vous n'avez plus d'identité, vous n'avez plus d'organisation, vous n'avez plus... Comment vous faites pour vous développer? Ça, c'est le premier point. Donc, la colonisation, mais vraiment. La deuxième des choses, c'est imposer alors, et c'est ça qui est le grand crime de la colonisation, à d'autres peuples, la façon de penser. Tif, professeur Mila Assouté va le dire, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de penser votre devenir. Et les conséquences sont là immédiates. Quand on va le voir, c'est-à-dire que des responsables africains, des responsables étatiques, nous on le développe au sein de nos réflexions au sein du NNP, d'expliquer souvent que nous avons en quelque sorte des gens, c'est-à-dire que des endocolons en quelque sorte, qui travaillent pour les intérêts de ceux dont ils veulent être soutenus pour arriver au pouvoir. Ça, c'est l'effet de la colonisation. C'est-à-dire que quelqu'un estime véritablement que votre terminal à conteneurs qui produit la richesse souveraine de votre pays peut être mieux géré par une entreprise qui ne présente aucune garantie en quête de fiabilité de gestion par rapport en quelque sorte aux enfants du pays. La troisième des choses qu'il faut dire, c'est que quand on va arriver aux indépendances, au lieu de nous servir en quelque sorte la souveraineté, la colonisation va nous servir la coopération. C'est-à-dire qu'on est là en 56, il y a des mouvements indépendantistes qui se battent, en quelque sorte, l'Afrique essaye de se reconstruire dans cette colonisation, des gens ont une voix, une vision, et même, comment je vais dire, qu'une envergure pour gérer nos pays, eh bien, comme je dis, en termes de rapport de force, on va les liquider totalement. Et on va arriver à ce qu'on va appeler les indépendances. Ben, les indépendances devaient nous servir de la souveraineté. Pour que véritablement, même si on rentre toujours dans une espèce de coopération avec le colon, on essaie de se reconstruire en étant souverain, en véritablement un choix. Mais le colon va nous servir par la force, par le crime, par les assassinats. Le colon va nous servir, à la place de la souveraineté, va nous servir la coopération. Coopération militaire. C'était quoi la coopération militaire? C'est que vous n'ayez pas d'armée, d'outils de défense. Comment est-ce que vous vous développez sans outils de défense? Le développement va en quelque sorte avec l'outil de défense. Raison pour laquelle vous n'avez pas de grand pays développé sur le plan économique qui n'est un véritable outil de défense. Deuxième des choses. Deuxième des choses, les accords de coopération monétaire. Comment vous vous développez sur les accords de coopération monétaire? Vous avez un certain nombre d'intellectuels qui vont expliquer véritablement que un peu comme M. Mott, je ne dis pas... Parmi lesquels moi, effectivement. Comme M. Mott, qu'on peut se développer là, mais ils vont prendre le pouvoir. Et ils vont se rendre compte, effectivement, que vous ne pouvez pas vous développer sur les accords de coopération monétaire. On prend ne serait-ce qu'un chiffre. De 1960 à 1990, on parle de près de 300-350 interventions de la France dans l'Afrique subsaharienne.
en termes de coup d'État militaire, en termes d'assassinat de chefs d'État, en termes, comment je vais dire que, de vote de résolution à l'ONU, en termes de base militaire, en termes d'instrumentalisation de population, en termes de soutien de sécession, en termes véritablement de conditionnalité du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Vous faites comment pour donner l'eau et l'électricité dans un tel climat? On va avoir le professeur Lissouba, grand économiste, très brillant. Il expliquait comme M. Mott que moi, dans une situation comme celle-là, je sais ce que je veux faire et je veux donner l'eau et population. 5 ans après, il partait, il laissait le Congo ruiné, laminé. Parce qu'il a fait un mauvais diagnostic. Il y aura un autre, Et il n'a pas les études. mieux que le professeur Lissouba, M. Nisfor Soglo. Lui, il venait même justement de ces institutions-là, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Et on expliquait véritablement que le caméléon, le marabout, M. Kérékou, avait en tout et pour tout un CEP colonial. Qu'il ne comprenait pas la finance, il ne comprenait pas comment, je vais dire, comment on peut attirer les investisseurs étrangers. Parce que voilà une forme de colonisation en quelque sorte économique. Les investissements étrangers. Bien qu'on ne soit pas contre les investissements étrangers, mais il y a investissement étranger, investissement étranger. Là n'est pas le débat, les investissements étrangers. Mais quand il va revenir 5 ans après, on va faire un état comparatif en fait de ces indicateurs économiques. Et les indicateurs économiques en fait de monsieur Mathieu Kérékou, eh bien les Béninois vont le virer. Depuis il essaie de revenir en politique, il a des problèmes. Donc vous voyez donc que la colonisation a ça, c'est qu'elle va même pervertir l'élite africaine. Elle va pervertir les cerveaux. Elle va pervertir la façon de voir nos États. Ce qui fait que même dans le débat politique aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes politiques essayent de faire? Les hommes politiques essayent de plaire à l'ambassadeur de France. Excusez-moi de faire une fixation sur la France. C'est-à-dire que quand vous allez dans un débat politique, effectivement, vous voyez des hommes politiques, le seul atout qu'ils veulent, c'est être reçus par l'ambassadeur de France. C'est avoir en quelque sorte, comment je vais dire que, une entrevue à Matignon, je ne parle pas quand ils sont reçus à l'Élysée. Et à partir de là, eh bien, ils se placent au-dessus de l'État, ils se placent au-dessus de la Constitution. Vous voulez qu'ils respectent encore votre Constitution comment? C'est-à-dire qu'eux, ils ont, comment je vais dire, l'option du colon. Et souvent, quand ils arrivent même à arriver au pouvoir, prenons le cas de M. Ouattara, de la façon dont il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'ils servent véritablement au développement par une voie construite, autonome, endogène, s'appuyant véritablement sur le nationalisme? Moi, j'ai toujours dit que c'est le nationalisme qui développe. Monsieur Mott a pris en quelque sorte le cas de la Chine. Mais il oublie de dire que les nationalistes chinois ont fait la guerre entre eux. C'est-à-dire que Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Mais quand il a fallu affronter le Japon, eh bien, ils se sont mis ensemble. Et la colonisation a ça de pervers, c'est qu'elle a perverti en quelque sorte les esprits africains, de façon que on a comme l'impression que la seule façon pour un homme africain de se sentir épanoui, c'est de dire que je m'habille comme en France, je mange comme en France, et je pense comme en France, et c'est aussi pour ça que le franc CFA perdure. Parce que l'intérêt du franc CFA n'est pas seulement l'intérêt de la France, c'est l'intérêt d'une bonne partie de ce qu'on va appeler l'élite intellectuelle bourgeoise, ou bien, comment je vais dire que l'oligarchie politico-administrative de nos pays qui profitent véritablement du franc CFA parce qu'eux, ils peuvent se payer des vacances en France, ils peuvent se construire une bonne maison, ils peuvent, comment je vais dire, porter un bon costume au détriment en quelque sorte de la base. Donc, la colonisation, c'est la pire des choses qui sont arrivées. Et même, le grand danger, c'est de savoir véritablement comment véritablement on fait pour en sortir de cette histoire-là sans passer tout le temps, de dire effectivement que on est perverti par la colonisation. Là, je suis d'accord. D'accord.